C'est parti. Bonjour à toutes et tous, les personnes qui nous suivent, qui nous suivront, ensuite en replay. Comme tous les mois, je propose, ce mois-ci, un webinaire, cette fois-ci à destination, des personnes en burn-out et plus spécifiquement dans le milieu bancaire. Pour, rappel, donc je suis Annie Fuchsmann, je suis sophrologue et également, praticienne en gestalt massage et présidente d'une association qui s'appelle Collectif Burnout. Et donc je propose, chaque mois des webinaires, en lien avec le burn-out, pour, libérer la parole et que chacun puisse témoigner de cette partie de vie, qu'ils ont traversée. Parce que, malheureusement, il y a encore beaucoup de culpabilité et de, «ignorance» entre guillemets, je dirais, face à cette problématique. Donc, clairement pour, resituer le cadre, donc le burn-out est différent de la dépression. Dans le sens où on va avoir, toujours, une envie, qui va être, dans le côté personnel parfois, une difficulté à s'arrêter. Alors que, lorsqu'on est en dépression, on va être en dépression dans toutes les phases, de sa vie, aussi bien professionnelle que personnelle et on va avoir, des difficultés à avancer. Ce qui n'est pas le cas du burn-out justement, on a du mal à s'arrêter. Je vous ai préparé quelques petits chiffres pour, introduire, cette, problématique, sur, en lien avec, les personnels, bancaires. Donc il faut savoir que, à l'heure actuelle, c'est à peu près 40 des employés, dans le milieu de la banque qui sont touchés par le burn-out. On a, dans le top 3 des emplois les plus stressants, on va avoir, les métiers du trading, de la gestion des risques et des conseillers clientèle. Et puis, face à ces risques, il y a, finalement, des inégalités, de confrontation face au stress, des journées à rallonge, des responsabilités et des pressions, vis-à-vis, des chiffres. Il faut sortir des chiffres, des chiffres, des chiffres. Là, on est dans le milieu de la banque, donc bien évidemment, les chiffres, c'est ce qui compte en priorité. Et Isabelle nous, témoignera tout à l'heure, du, manque d'humanité, on pourrait dire ça comme ça, finalement. J'ai également trouvé, pour donner un petit exemple, là, en l'occurrence, c'est un exemple qui date un petit peu de 2013. La référence, c'est, le site Souffrance et Travail, qui est, vraiment une mine d'or, en matière d'accompagnement et de ressources, et donc qui citait, la Bank of America, qui avait eu un stagiaire de 21 ans, qui, est mort d'une crise d'épilepsie sous sa douche suite à un burn-out. Là, la pression a été telle qu'il a fait 3 nuits blanches d'affilée et pour juste, marquer le coup, alors, à l'époque, la banque avait seulement, ce jour-là, proposé, de rentrer 1 heure plus tôt, au personnel et puis, finalement repartir comme si de rien n'était. Donc, c'est juste un petit peu pour situer et introduire en fait, cette problématique et maintenant je vais laisser la parole à Isabelle Baucher, qui, donc a vécu un burn-out, qui a également écrit un livre, pour, expier ce burn-out et je la laisse se présenter pour nous en dire un petit peu plus, sur, son vécu. Merci Annie. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Isabelle Baucher, j'ai 62 ans et donc maintenant je suis à la retraite. Mais donc j'étais employée de banque. J'ai fait plusieurs postes. Mon métier me plaisait énormément. Et le dernier poste que j'ai fait, c'était dans un siège au service assurance des prêts habitat et où donc j'avais rapport avec les clients, avec les autres assureurs,
avec les collègues des agences et énormément de dossiers en retard. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée dans ce service, on m'avait bien prévenu qu'il fallait un an et demi pour maîtriser le service, mais qu'on n'avait pas le temps d'apprendre. Donc, voilà, fallait le plus vite possible maîtriser son travail. Et donc, bah, ce qui est arrivé est arrivé. Moi qui suis quelqu'un de, voilà, je veux réussir. Je veux réussir. Je me laisse pas aller. J'ai une vie de battante, voilà. Et Mmh. donc, bah, je me suis dit, voilà, mais moi je vais pas baisser les bras. J'ai toujours réussi et je réussirai. Et donc, bah, j'ai pris sur moi et puis, donc, il y avait bien sûr la polyvalence. Il fallait faire beaucoup de choses diverses et variées. Il y avait, donc la surcharge de travail, la mauvaise ambiance parce que justement quand il y a une surcharge de travail et une, mauvaise organisation et une maîtrise plus ou moins, bien réglée dans tout le service, il peut y avoir qu'une mauvaise ambiance. Et puis, donc, le stress, hein, stress quotidien et donc l'esprit d'équipe qui disparaît, évidemment. Et donc c'est l'individualisme qui est présent et voilà. Et donc, on n'avait pas le temps de communiquer, d'expliquer, bah, de maîtriser son poste. C'était un semblant d'écoute, en fait. Un semblant d'écoute par les collègues, par la responsable du service, par la direction, par la RH. C'était un semblant d'écoute. Et donc, je savais que le jour où j'allais me plaindre, bah, mon dossier passait en rouge. Voilà, parce que en banque, voilà, faut réussir ou si tu réussis pas, tu réussis pas. Et donc, mais j'en pouvais plus, donc je savais qu'en me plaignant, tant pis, mon dossier passait en rouge, mais voilà, je voyais que j'allais craquer. Mais voilà, la direction, n'a pas tenu compte, de ma demande, de ma souffrance. Donc, j'ai vu la RH, j'ai vu les syndicats. Les syndicats, étaient au courant, en plus, de ce qui se passait dans ce service, puisque depuis 2014, il y avait déjà des problèmes, qui avaient même fait intervenir, l'inspection du travail. Et mais ça bougeait pas. Et ben, est arrivé ce qui est arrivé, je suis tombée au travail et le jour où je suis tombée, pour montrer un petit peu, le manque d'humanité, ce jour-là, j'étais tellement mal que je ne voyais même plus mon écran. Mmh. Voilà, mon écran, il était noir, il était flou, je savais plus mes mots de passe, Mmh. je ne savais même plus les prénoms de mes collègues. Voilà, c'était D'accord. vraiment, j'étais vraiment L'amnésie. ah mais complètement, complètement, c'est le cerveau qui buguait quoi, Mmh. complètement. Et donc ma responsable voyant bien sûr que ça n'allait pas, elle me dit: «Faut qu'on parle» et donc je me lève et je tombe. Parce que mes jambes, plus rien ne fonctionnait quoi. Et on m'a rassis sur ma chaise: «Mais qu'est-ce que tu nous fais là?» Et là Indiqué comme ça, précisé comme ça. oui. «Qu'est-ce que tu nous fais là?» Bah et je pouvais plus parler en fait. J'étais, voilà, tétanisée, le cerveau ne fonctionnait plus quoi. C'est ça. Voilà. Mmh. Et donc il y a différentes, sortes de réactions. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont s'évanouir, il y en a et moi, c'est la fuite. Quand je suis en danger comme ça, c'est la fuite. Donc j'ai réussi, je ne sais pas comment, hein, j'ai réussi à me lever, prendre mes affaires, prendre ma voiture dans l'état où j'étais, personne ne m'a retenue Mais et c'était quand même de la non-assistance à personne en danger, là, en oui, l'occurrence. bien sûr. Ah bah, après, le médecin, il l'a signalé, hein, oui, oui, tout à fait, hein. Et donc je suis allée direct et je ne sais pas comment parce que je ne sais même pas comment je suis arrivée là-bas, je suis arrivée chez mon médecin. Et je suis arrivée dans la salle d'attente et là, les gens ont vu que j'étais pas bien du tout. Ils ont frappé à la porte du médecin qui m'a reçue tout de suite. J'avais 18 de tension et il m'a dit: «Vous avez de la chance de ne pas avoir fait d'AVC». Ah oui, oui, ça peut être, l'extrême, ça peut être, une Mmh. hémiplégie, ça peut être, un coma Voilà, même. tout Ça à fait.
tout à fait. Et il m'a dit, bah, je comprends parce qu'il me faisait passer des examens vu que je n'allais pas, mais vu mon âge, il me disait, on va passer des examens. Il n'y avait rien, tout était normal. Et là, il m'a dit, mais j'ai compris, c'est un burn-out que vous faites. Et moi, c'est la première fois que j'entendais ce mot, D'accord. burn-out. Voilà, où je l'avais entendu, mais j'en faisais pas cas. Mmh. Et donc, du coup, ah bon, ah oui, oui, et je peux vous dire, vous ne retournerez jamais travailler. Ce jour-là, il m'a dit ça, hein. Le médecin, pour, Ah finalement oui, le médecin faire un généraliste. électrochoc. Ah oui, il m'a dit, mais là, vous êtes dans un état, je sais que vous ne retournerez jamais travailler. Voilà. Et donc, bah, suite à ça, bah, faut admettre ce qui Vous le nous arrive. prenez comment là, justement, à ce moment-là, quand le médecin vous dit ça? Ah ben, c'est comme un coup de masse sur la tête. Un coup de masse sur la tête et se dire, ah bah ça y est, je suis nulle, je suis mise Au dans un placard? placard, voilà, je vaux plus rien. Je vaux plus rien. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mes enfants vont dire? Voilà quoi, parce qu'en plus, comme on se sent pas malade, donc on comprend pas. On Mmh. comprend pas. Et donc, c'est là qu'il y a des phases importantes du burn-out qu'il faut comprendre. C'est que cette phase-là, elle est, si on n'a pas d'aide, moi je pense que c'est cette phase-là qui peut dire si on va être longtemps ou pas en burn-out. Parce que si on est aidé tout de suite à ce moment-là, pour comprendre ce qui nous arrive, je ne Mmh. dis pas qu'on va pas mettre du temps, Bien sûr. mais on en mettra moins que si on nous met toutes seules chez soi avec des cachets, des médicaments, et repose-toi et voilà, bah, si on fait que ça peut durer très longtemps. Et ça peut se transformer en dépression derrière. Ah mais oui, de toute façon, j'étais déjà en dépression. Là, j'étais déjà en dépression, hein. Ah oui, 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 et donc j'étais sous cachet, mais donc tout de suite, bah, justement, quelqu'un du syndicat m'a appelée en disant: «Isabelle, ne reste pas toute seule, tu vas joindre, je vais te prendre rendez-vous avec une assistante sociale». Mmh. Alors je dis: «Assistante sociale? J'ai pas besoin d'une assistante sociale». «Si, si, mais t'inquiète pas, l'assistante sociale n'a pas que le rôle qu'on croit d'une assistante sociale, elle peut t'aider pour beaucoup de choses autrement». Et c'est important de le dire, c'est qu'une assistante sociale, elle a le rôle intermédiaire entre nous, le travail et la médecine du travail. C'est-à-dire que nous, on se dit pas, «Oh, mais moi le travail s'il m'appelle, est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds pas? Qu'est-ce que je dis? Si je suis en arrêt trop longtemps, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'arrive? Le médecin du travail, il va me convoquer, oh, ya, 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 qu'est-ce que je vais dire?» Enfin, il y a plein de questions qui nous mettent encore plus mal. Mmh. Et l'assistante sociale, elle est là justement pour tamponner tout ça, nous répondre à toutes nos questions qu'on se pose et à dire: «Non, mais moi, je vais faire l'intermédiaire. Vous voulez voir le médecin du travail? Pour ce motif-là, j'envoie un mail au médecin du travail. Vous avez une question à poser à votre employeur? Je la pose, ils doivent passer par moi pour répondre». Parce qu'on ne doit surtout plus, à ce moment-là, avoir de réactions négatives. Oui, parce que ça va déclencher, ça va réenclencher finalement le traumatisme qui est en lien avec le Tout jour, à enfin, fait, avec le tout à burn-out, fait. ouais. Mmh. Ouais, tout à fait. Et donc, alors j'ai résumé parce que bien sûr, entre le moment où j'ai eu ça, j'ai quand même eu des messages de ma direction que j'ai jamais répondu, que j'ai donné à l'assistante sociale et qui m'a dit: «Surtout, vous ne répondez pas, ils n'ont pas à vous À vous parler, contacter. vous Mmh. êtes en arrêt de travail, vous coupez complètement avec votre travail». Voilà, donc j'ai coupé. Donc elle a fait finalement le tampon entre finalement toutes ces «personnes ressources» entre guillemets
Et c'est vrai D'accord. qu'on n'en entend pas très souvent parler, en fait, du rôle de l'assistante sociale. Ah, Euh, c'est de- important. Ouais. c'est très, très souvent, en fait, les personnes ressources dans ces moments-là, on va plus se retourner vers le côté médical. À, Oui, à proprement parler, on va oui. avoir le psychologue, le Le trio, je psychiatre, le dirais, psychologue, médecin généraliste, oui, psychologue, psychiatre. Donc ça, c'est le oui. côté médical de la chose. Et puis, Il les faut. Je dis pas qu'il les bien faut sûr, pas, il ah les bah faut. oui, c'est nécessaire Oui, parce que de oui, toute façon, c'est eux qui vont poser le diagnostic, quoi tout qu'il à en fait. soit. Le Il les faut. diagnostic ne peut être que posé par le corps médical. Oui. Et ensuite, finalement, les personnes ressources, donc là, vous avez parlé des syndicats, vous avez parlé également du médecin du travail, peut-être du psychologue du travail aussi. Et puis, Alors, oui, non, psychologue non, du travail, non, non, c'était une psychologue externe d'accord. que j'ai vue, qui a été très bien d'ailleurs, que je vois toujours très rarement maintenant, mais que je vois toujours. Et oui, l'assistante sociale, en fait, c'est plutôt le côté déjà administratif qui Mhm. est important parce que comme on n'est pas bien, on est capable de rien faire. Bah, c'est ça, c'est tout est une contrainte finalement. Voilà, donc la moindre question qu'on nous pose, c'est catastrophique, du coup on laisse traîner des choses et c'est encore pire après. Donc l'assistante sociale, dès qu'on a une question, on lui envoie le mail, voilà, on me demande ça, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, donc on est aidé. On est aidé côté administratif, côté question sur tout l'arrêt de travail, voilà. Donc Ok. on sait bien qu'à un moment donné, on va être convoqué par le médecin conseil. Elle nous explique tout ça parce que quand on est convoqué, oh mon Dieu, médecin conseil qui me convoque, Mm. c'est terrible. Et moi, j'y suis allée, je vais pas dire cool parce que c'est pas vrai, mais disons que je n'avais pas cette crainte que j'aurais eue si on m'avait pas expliqué le rôle du médecin conseil. Elle vous avait Voilà. préparé auparavant. Elle m'avait préparée. Mm. Voilà. Et l'autre rôle des assistantes sociales, c'est qu'elles provoquent des groupes de discussion entre personnes en arrêt de travail pour le même motif. D'accord, Et moi, j'ai été pendant plusieurs mois, une journée par semaine, avec le même groupe. d'accord. Oui, donc des groupes fermés en l'occurrence. Voilà. Et Ok. donc, ça a été pour moi un déclic aussi. Parce qu'on n'est pas seul. Oui, On surtout. comprend on comprend ce qui nous arrive, et on voit les autres, et c'est là que j'ai vu que moi j'avais envie de faire comprendre aussi, parce qu'il y avait des personnes encore plus mal que moi, hein. De toute façon, voilà, il y a des personnes qui sont vraiment mais c'est presque des loques, hein. C'est Là, en l'occurrence, vous n'êtes pas passé par la case hôpital psychiatrique, non, mais il y a des personnes qui passent, là, oui, comme j'avais proposé le mois dernier, sur le burn-out des entrepreneurs, en l'occurrence Jean-Cédric j'ai un trou. Oh mince. Désolée, je me c'est pas souviens grave. plus. Donc, tous les deux, ils sont passés par la tentative de suicide. Et donc, qui dit forcément tentative de suicide dit hôpital psychiatrique. Et donc le processus est un peu surchargé, je dirais, de reconstruction post-burnout, parce que Oui, bah, le traumatisme est encore plus présent. Et là, en l'occurrence, on peut parler de burnout sévère. oui, C'est important aussi de dire qu'il y a plusieurs stades de burn-out tout et à fait. que parfois les personnes sont seulement dans la phase du burn-in, ne sont pas complètement tombées, mais n'en ont pas conscience et parlent quand même de burn-out. Donc c'est vraiment important en fait de poser des vrais mots sur les processus. Oui, Parce que bah, la phase du burn-in où on va être toujours en activation et finalement on surchauffe tout le temps, tout le temps, tout le temps, avant oui, finalement dans cette phase d'acharnement, on va pas forcément avoir conscience que le corps envoie des signaux. On n'a pas envie de oui, les entendre, mais finalement, il faut un déclic très fort. Comme celui que vous avez vécu au moment où votre corps vous voyez tout trouble et votre corps peut plus finalement il est arrivé à saturation.
Mais donc en fait, c'était ce moment déclencheur finalement du Oui, burn-out pour vous. Mais il y a des personnes qui ne sentent pas finalement, oui. ce Et qui vont moment plus loin. déclencheur, ce déclic. Mmh, Et ouais, donc, à partir de cette phase-là, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, le trajet, donc là, clairement, vous êtes dans un environnement très anxiogène où vos collègues n'échangent plus avec vous. Finalement, c'était aussi une forme de harcèlement horizontal, je dirais. c'est Et ça. il y avait aussi du vertical qui venait du management toxique aussi. Oui, oui, Donc là, vous êtes dans les deux sphères, aussi bien horizontale oui, que verticale. c'est ça. Donc finalement, de l'isolement, ça on le retrouve toujours dans le cas du burn-out, parce que la personne Oui, est complètement en dehors et finalement bah, ressasse et a besoin de encore plus de temps pour faire son travail, parce que bah, au niveau cognitif, on se rend compte que c'est compliqué dans le oui. sens où bah, les neurones ne fonctionnent plus comme avant, ce qui fait que il y a des trous de mémoire, il y a des oublis et on a besoin de beaucoup plus de temps pour avancer dans notre travail parce qu'on n'arrive plus à se concentrer. C'est ça, tout à fait. Et une chose aussi, comme c'est le milieu bancaire, c'est que oui, en effet, la direction va réagir en disant, «Écoutez, on va faire des réunions de bien-être». Ah ça, ils en font. Ils font D'accord. des réunions de bien-être, pour Et en dire: quoi «Bah, ça oui, consiste? Et en quoi ça on vous consiste les écoute». réunions de Bah, la bien-être? réunion de bien-être, c'est, bah, allez-y, dites ce qui va pas. Donc souvent les collègues parlent parce que là, justement, mes collègues qui disaient rien jusque-là, à cette réunion, ont parlé. Que ça n'allait pas, qu'ils étaient en surcharge, qu'ils souffraient, que, ça jouait sur leur vie personnelle. Ça a parlé. Donc, moi, je me suis dit parce que la réunion a été provoquée à cause de moi. Mhm. Voilà, donc ça, on assume le dire, hein, que c'était à cause de moi. Donc, quand les collègues ont parlé, j'étais soulagée. Je me suis dit: «Enfin, enfin C'est pas ça seul. parle». Super. Voilà. Mm. Mais à la fin de la réunion, bon, on m'a dit: «Bah, écoute, Isabelle, puisque c'est toi qui as provoqué cette réunion, bah, des moyens de tu vas chercher des moyens que ça aille mieux dans le service». Ah, c'est Voilà. ok. Donc C'est la victime de trouver des solutions. c'est ça. Donc déjà, bah, au niveau des collègues, ça fait le boulet, quoi, un peu. Et puis du coup, là, il y avait plus personne. Là, plus personne parlait, hein. «Débrouille-toi, tu as vu où ça va aller, débrouille-toi, nous on dit plus rien». Voilà. Oui, parce qu'en fait, finalement, dans cette phase-là, ils se sont sentis, ils se sont dit, si je dis vraiment les choses, si je vais jusqu'au bout des choses, Oui, bah, je m'engage, en fait, ma parole m'engage et oui, potentiellement peut se retourner contre moi. c'est ça. Et puis bon, est-ce que je risque pas d'être licenciée? Est-ce que, du coup, mon dossier va être en rouge? Et puis, bah, voilà, elles ont peur pour leur poste. C'est de la peur, hein. C'est de la peur, c'est pas parce que, elles se souciaient pas de moi, hein, en réalité. C'est que, voilà, elles avaient peur, elles voulaient être tranquilles dans leur coin, faire leur travail. Elles voulaient pas être embêtées comme moi j'étais embêtée. Voilà, puisque moi je connaissais pas le poste et que, du coup, bah, on me harcelait parce que, bah, j'arrivais pas à faire mon travail convenablement, qu'il y avait du retard, et puis, bah, que je me plaignais. Donc, voilà, elles, on leur laissait faire leur travail, même si c'était très dur, hem, mais on leur disait rien, donc on va surtout rien dire. Voilà. Mais Oui, elles se mettaient en arrêt, elles reprenaient, elles se mettaient en arrêt, elles reprenaient. ah oui, en Voilà. l'occurrence, là, vu qu'on était dans un service toxique, Oui, il y avait quand même ces arrêts de travail, il y avait quand même ce oui, turnover oui, important et oui, la direction ne se posait pas forcément plus de oui. questions que ça. Depuis 2014 quand même. D'accord. Et donc, Voilà. la chute, votre chute à vous, elle est arrivée à quelle date exactement vous? Donc, moi je suis tombée en 2021. D'accord. 2021 et donc j'ai été reconnue maladie professionnelle
en mai 2023, 2 ans plus tard donc? 2 ans plus tard, OK. et j'ai été licenciée en mars 2024. Ah seulement? D'accord. Oui, voilà. Donc c'est pour ça, hein, c'est très, très long, hein, et ce qu'il faut voir, c'est que tout le parcours, c'est ce que je mets dans mon livre, c'est que tout le parcours justement, on rencontre ceux qui nous demandent: «Bah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu es encore en arrêt, tu reprends quand?» C'est pas comment tu vas. C'est ça. C'est jamais comment Voilà, tu vas parce que ça ne se non, voit pas. ouais, voilà, et c'est des questions, ce sont des questions naturelles parce qu'en fait, c'est peur pour toi, pour ton avenir. C'est pas méchant. Quand on pose ces questions-là, c'est pas méchant, c'est parce que, ben, voilà, mais enfin, de quoi tu vas vivre? Comment tu vas faire? Voilà. Donc là, potentiellement, c'est la peur, enfin, finalement, les personnes avec qui vous échangez, c'est leur Oui, propre peur qui vous renvoie et c'est ça. c'est pas la vôtre, en fait, en Non, l'occurrence, la peur. non, C'est non, leur peur à eux et c'est ça. ça, on le rencontre souvent, finalement, dans, les accompagnements qu'on peut proposer dans les groupes de parole. C'est, Oui, souvent, on entend, l'entourage qui dit: «Alors, bah, quand est-ce que tu y retournes?» «Bah, mmh, non, je vais pas y retourner». mmh, Mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu pas encore retourné travailler?» ça, et Et tu fais rien. Mais tu fais quoi de tes journées? Tu fais rien. c'est ça. Voilà, on se reconstruit, et ça, c'est énorme. Le travail qu'il faut faire pour se reconstruire, c'est fatigant. C'est fatigant de se reconstruire. C'est long et fatigant, et c'est pour ça que maintenant on est trop dans justement la rapidité des choses, moi, quand quelqu'un me dit: «Ah mais moi je suis en arrêt, mais là je vais demander un bilan de compétences», j'ai envie de lui dire: «C'est trop tôt, c'est Et trop tôt». et à Je chaque sens phase de reconstruction, chaque phase, il faut bien les respecter, sinon c'est le ça, risque c'est ça, de rechute, il est assez important quand même. et Il est la rechute, de 30-40. et moi j'ai failli reprendre à mi-temps puisque, on me disait: Tu plus que 2 ans à faire avant ta retraite, bon, tu vas reprendre à mi-temps, on te change de service, enfin». Bon, bah, je me suis dit: «Après tout, je vais retourner». Le médecin, le psychologue n'était pas d'accord que je retourne. Mais vous Mais êtes moi allés je quand dis, même? «Ah, quand même, Mmh. voilà, j'essaye un mi-temps thérapeutique, voilà», et j'allais signer, et ce qui m'est arrivé, c'est là qu'on voit que la rechute. J'étais en train de faire des courses, et j'avais mon caddie plein de courses, j'ai tout laissé à la caisse et je suis partie. Pourquoi? Parce que j'avais une de mes anciennes collègues qui m'avait «harcelée» entre guillemets, qui Mmh. était à la caisse à côté, et Là, là, vous vous êtes dit: «J'y retourne, si je retourne là-dedans, c'est l'enfer c'est pour pas moi». ça, j'ai eu peur, et je me suis sentie lâche, et j'ai repris rendez-vous tout de suite avec, le psychologue. Elle m'a dit: «C'est pas de la lâcheté, c'est une protection». Mmh, Le cerveau, il a dit: «Danger, danger, exactement. protection». Mmh. Donc il m'a dit: «Vous voyez, vous pouvez pas retourner là-bas parce que vous allez les rencontrer dans le couloir. Vous allez à la cantine. La cantine, elles sont là. Donc vous serez tout le temps à l'affût, vous pouvez pas y retourner. Et si vous chutez, vous vous relèverez pas cette fois-là». Et là, il faut savoir que la rechute est Oui, toujours plus compliquée que la 1re fois. c'est ça. Parce C'est on est déjà, dans une situation, cognitive, difficile où, les problématiques, ne sont pas forcément réglées d'avance et mmh, plus vous allez aller profondément, en fait, plus, finalement la rechute va être difficile. voilà, et donc comme on est, surtout, quand on est en burn-out, on a l'impression d'être jugé par tout le monde. Oui, Même si c'est pas vrai, mais même en faisant les courses, on a l'impression que les gens nous regardent, on va dire: «Regarde, elle travaille pas, elle». c'est Alors ça. comme ils savent pas, mais voilà, on a l'impression d'être jugé par tout le monde, on est bien que chez soi, il faut vraiment, enfin, le conseil que je peux donner, moi, c'est prendre son temps. C'est Mmh, difficile à dire, mais il faut prendre son temps pour se reconstituer petit pas par petit pas pour, exactement.
pour, voilà, pour se dire, ben, ouais, mais j'aimais bien faire ça. Pourquoi j'ai arrêté? Ou j'aimerais bien faire ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait? C'est se poser les bonnes questions. Et par rapport à tout ça, petit à petit, reprendre. Alors, ça peut être du sport santé, ça peut être de la musique, ça peut, enfin, plein de choses. Bon, moi, je me suis mise bénévole dans une association OK. en demandant l'accord à la médecine du travail, bien sûr. Il faut toujours, voilà, c'est normal, hein, il faut demander On l'accord. a le droit, enfin, on a quand même Ils droit disent ils d'avoir disent jamais. des activités en dehors de son travail. Ouais, on a le droit parce qu'on est en arrêt de travail, on n'est Bah pas en oui, arrêt de vie. bah exactement. Attention. Voilà, Exactement. oui. Pour donner juste en aparté un petit exemple d'une ancienne collègue qui était en arrêt maladie, elle était partie à un loto un dimanche et pas de chance pour elle, elle est tombée sur la RH ce jour-là, au même loto, qui l'a prise en photo et qui lui a dit non, non, elle n'est pas malade, elle est sortie de chez elle. Comme si on n'avait pas le droit, quand on est en arrêt maladie, comme si on n'avait pas le C'est droit ça, d'avoir une vie personnelle. tout à fait. Et Et si, surtout, on ne se justement, l'autorise pas, quasiment pas, parce qu'il y a peut-être cette phase de culpabilité, de se dire, je ne culpabilité, suis tout pas à fait. comme les autres, Oui, je ne suis pas comme tout le monde, je n'existe plus parce que je ne travaille plus. voilà. Et comme je travaille plus, bah, j'ai pas le droit au loisir. C'est ça. J'ai pas le droit. Et donc la reconstruction passe justement par, faire ce qu'on a envie de faire, au moment où on a envie de le faire. Parce qu'au départ, c'est compliqué, on fait quelque chose, on est fatigué. Et puis moi, j'ai réessayé au début, par exemple, de me remettre sur l'informatique et j'étais longtemps, je pouvais pas. Hum. Je bloquais et je revivais ce que j'avais vécu, donc j'ai été Ça faisait longtemps le à pas déclic pouvoir. avec le travail. Ah oui, ouais, Hum. j'ai été très longtemps. Et donc voilà, faut laisser le temps au temps. Le cerveau, il faut qu'il se repose, qu'il se reconnecte, que les neurones, je sais pas, ils se remettent normal. C'est voilà, il faut du temps. On met du temps à apprendre à marcher, à manger, à bah, Oui. là, c'est pareil, c'est pareil. C'est pour ça que 2 3 ans, je pense que c'est la moyenne d'un burn-out. Les chiffres, on n'a pas beaucoup de chiffres en France, ça c'est la grosse Mmh. problématique. C'est seulement sur des déclaratifs, mais on a des chiffres un peu plus précis en Belgique. Et en Belgique, la moyenne d'arrêt burn-out, les chiffres qu'ils ont, c'est 14,6 mois d'arrêt. Ça, c'est la moyenne. Ah Euh, ouais, ah non, et donc, il n'est pas rare que nous, on accueille des personnes qui, au bout de 2, 3 mois, se disent, allez, j'y retourne, j'y retourne, j'y retourne. Je peux pas m'arrêter comme ça, c'est pas possible. Et ce sont eux qui veulent très vite aussi faire des bilans de compétences, repartir sur autre c'est chose. Je ça. peux pas, voilà. Et donc, ces phases de reconstruction, c'est important de prendre Oui, le temps de finalement la première phase où on va être tellement fatigué, il va falloir se reposer, ça c'est essentiel. Moi, je dis oui. toujours aux personnes que j'accompagne, votre meilleur ami, ça va être le canapé désormais. Auparavant, vous n'aviez même pas le temps de poser une fesse dessus. Maintenant, faudra vraiment mettre les deux fesses. Ouais, c'est ça, Et ça, c'est ça. cette phase-là, quand on me dit ça, ah non, mais c'est pas possible, je peux pas m'arrêter, moi. Mmh. Et un autre conseil que je peux donner, parce que quand on est comme ça, donc moi, je dormais beaucoup. Il y en a qui dorment pas, moi je Mm, dormais, j'étais bien que dans mon lit, les sous la couette, mm. voilà, je voyais personne, c'était très bien. Et donc pour, j'ai un ami écrivain et qui m'a dit: «Écoute», parce que je voulais même pas m'habiller, hein. Là, Voilà, c'était de l'ordre tout de la dépression après, derrière. tout était en marathon, tout était un marathon, quoi. Même balayer une pièce, c'était voilà, quoi. Mm, Et donc du coup, il m'a dit: «Bah, écoute, tu vas te lever, tu vas prendre ta douche, t'habiller et tu vas mettre les mots qui te viennent, de parce que la nuit souvent, bah, ça même si je dormais, mais tu vas mettre les mots qui te tracassent, voilà». Donc au début, donc le premier matin, voilà, quoi, bon, je l'ai fait. mm. Et puis après, donc c'était quelques mots, hein, et après quelques phrases. Et puis après j'écrivais. Et du coup, le matin, je me levais, je me douchais, je m'habillais, je me mettais à écrire et ma journée était commencée. Même si après je faisais rien.
mais ma journée était commencée. Mmh. Et ça, c'est important. C'est important parce que quand on n'a plus du tout de notion du lever, du coucher, on ne peut pas aller bien. Et donc, pour moi, ça a été ma thérapie, l'écriture. Et donc, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, et puis jusqu'au jour où j'ai dit, bah, j'aimerais bien faire un livre. Donc Voilà. votre petit livre dans le Oui, sac. voilà, celui-là. Et l'image, elle est importante parce qu'en fait, cette image, c'est quand j'étais en groupe avec les assistantes sociales, il fallait qu'on mette sous n'importe quelle forme comment on se sentait en burn-out. Il y en avait, c'était par des phrases, d'autres par des photos, enfin voilà. Et moi, j'ai fait un mini sketch avec un sac poubelle. Mmh. Voilà. Et donc, à la fin, bah, je suis complètement dans le sac poubelle. Voilà. Donc, moi, c'était ça. Voilà. J'étais dans un sac poubelle parce que je voulais me cacher parce que je valais plus rien. Donc Voilà. l'estime de vous-même à zéro. J'étais un détritus, quoi, hein, carrément, hein. OK. Et j'arrivais plus à sortir du sac poubelle, quoi. J'ai tout fait, voilà, j'arrivais plus à sortir du sac poubelle. Et donc, mon livre, bah, c'est comment sortir du sac poubelle. Comment je m'en suis sortie et comment, voilà, sortir du sac poubelle. Et je fais des conférences, même maintenant, OK. pour, Donc avec Dominique Toumani, qui est thérapeute en tandem, et bah, justement pour expliquer les différentes phases du burn-out et les clés pour s'en sortir, mais par rapport à mon vécu. bien sûr. Après, je dis pas que c'est la science infuse, Bah, c'est mais votre vécu. oui, c'est mon vécu. Mmh. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que je peux dire aussi? C'est que la confiance en soi revient petit à petit, justement, quand on fait des petits pas, justement, avec des choses qu'on aime faire. Et quand la confiance revient. Et puis, je pense que le déclic arrive à un moment où, voilà, on se retrouve. On se retrouve en mieux. Parce que c'est fou, mais l'échec, parce qu'on peut dire, enfin, pour nous, on prend ça pour un échec. Mmh. C'est pas vraiment un échec, mais l'échec nous amène dans le positif et nous fait comprendre que bah, ce n'était pas la vie que tu voulais. C'est pas la vie que ton corps veut, que toi tu veux. C'est ça. Et il a su de le dire. Et justement, bah, tu as réagi. Et maintenant, bah, il faut que tu ailles dans le sens que ton corps demande et ton cerveau. Voilà. Retrouver ta vraie personnalité. Oui, se reconnecter à son âme, en l'occurrence. Tout à fait. Et savoir dire non. À poser des limites. Ça fait partie du processus de reconstruction. Ah Si, ouais, ouais. si on n'arrive toujours pas à reposer des limites, le risque, Ah, c'est de repartir dans les mêmes travers oui. par la suite. Donc, Oui. c'est vraiment important, comme vous le dites, de travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, et se retrouver tel qu'on est véritablement. Et puis de poser ces fameuses limites, apprendre à dire non. C'est pas, on va pas forcément se fâcher avec l'autre parce qu'on va lui dire non. On peut apprendre à dire non sereinement parce que c'est pas forcément négatif de dire non. Au Bien contraire. sûr. Bien sûr. Et Oui, alors après, on peut surprendre des gens qui nous connaissent depuis longtemps et oui, qui disent: bien sûr. «Bah, oh là, tu as changé, tu as changé». Bah oui, j'ai changé. Oui, j'ai changé, mais je suis mieux. Hem Et puis, vivre dans le positif, c'est-à-dire, même si la journée, surtout au départ quand on est en burn-out, les journées sont pas terribles, quoi. Mm. Mais on se couche le soir avec un petit mot positif du genre, «J'ai mangé un bout de chocolat aujourd'hui. Il Qu'est-ce qu'il était était bon». bon. Voilà, c'est se coucher avec une petite phrase positive, se lever en disant, «Bah, voilà, aujourd'hui je vais peut-être refaire un pas en plus ou je vais continuer ce que j'ai fait hier parce que ça m'a bien plu». Voilà, c'est partir sur le présent. Le passé, non, parce que si on rumine dans le passé, voilà, c'est le présent mais l'avenir, mais tout proche. Pas se dire: «Bah, qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois?» On s'en fout. On s'en fout. C'est le présent pour justement se reconstruire.
et on sera gagnant, en voyant les choses comme ça, on est gagnant et on gagne du temps. Revenir à ici et maintenant. Tout à fait. Ça, c'est compliqué, hein. Oui, 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 tout à fait. C'est bah, tout l'art d'une vie, hein, finalement, Mm. parfois. Parce que, ben, bien évidemment, on est construit de passé et l'avenir fait partie de nous-mêmes aussi. Mais si on est seulement dans le passé, on ne peut pas avancer. Si on est seulement dans l'avenir, on va être toujours angoissé. Donc là, l'idée, c'est de revenir seulement dans son ancrage, revenir dans ses besoins essentiels, C'est ça. ce qui amène finalement la sérénité. Ah oui, la sérénité, ça, c'est bien. C'est- Ça change, ça change. Ah L'apaisement oui, du oui, mental, le corps qui oui, se pose petit à petit et oui, qui bah, finalement n'envoie plus tous ces signaux de douleur qu'on avait auparavant et qu'on ne mm. voulait pas entendre souvent. Ah, on ne Et veut pas les entendre. ah non, Il y a le déni, hein, il y a la phase déni, hein, de toute c'est ça, façon. c'est ça. Qui peut durer Ouais. longtemps aussi. Oui. Oh oui, oui, oui. Oui, oui, parce que en fait, on a été élevé, on a été élevé avec, bah, c'est le travail, avoir une maison, élever sa famille et soi après en dernier. Mais en fait, c'est pas égoïste de penser à soi d'abord pour être mieux, pour gérer tout le reste. Exactement. Et ça, on nous l'apprend pas à l'école, hein. Ben, au C'est contraire, à plutôt l'école, l'inverse. on nous apprend plutôt Oui, bah, suivre le chemin de tout le monde, je dirais, voilà, rentrer dans les voilà. fameuses cases. Et Oui, dès lors qu'on est un petit peu différent, bah, il faut toujours vite se ramener à soi se comme les battre. autres. Voilà. Et qui plus est, je rajouterais les femmes, l'injonction reçue par les femmes, les petites filles à qui on dit souvent sois belle et tais-toi Mmh. ou rentre bien dans les cases, sois bien polie, sois bien gentille, sois bien lisse quelque part et ne sors pas du cadre. C'est ça. Donc finalement, sortir de cette image de gentille petite fille, bah, on nous a toujours appris ça, donc finalement, c'est compliqué en fait de déconstruire Mmh. toute cette Comment on a été éducation. élevé, oui, oui, c'est les racines Ah, et voilà, c'est le «qu'en dira-t-on», c'est, le premier aspect qu'on donne, voilà, c'est si on n'est pas, ouais, dans les normes, bah, voilà, tout de suite, il faut se battre tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Voilà. Moi, je suis rentrée, en banque, parce que moi, l'école, j'aimais pas trop. Puis, bon, j'étais moyenne quoi, mais mhm, j'aimais pas trop l'école. Donc, quand je suis rentrée en banque, j'avais pas des diplômes, voilà. Donc je me suis toujours battue pour avoir le même poste que certains qui avaient des diplômes, mais moins payés parce que je n'avais pas de diplôme. mhm, Je faisais la même chose, hein, et toujours à me dire: «Oui, mais vous n'avez pas le diplôme». Voilà. d'accord. Donc Et donc dévaloriser. c'est ça. Et donc, faut toujours se battre, et je pense que quand on a une vie comme ça, bah, à un moment donné, c'est sûr qu'on est obligé de craquer. Et là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'on m'a fait comprendre qu'intellectuellement, je suivais plus, que c'était à moi de me mettre avec les autres, alors que je suis très sociable, mais c'était à moi de me mettre avec l'équipe, que je faisais pas ce qu'il fallait, heu et là, je pense que c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder tout, et qui m'a fait craquer, quoi. Et j'ai envie de rebondir aussi sur cet élément que vous avez précisé dans votre livre, qui est toujours complexe, compliqué pour les personnes qui sont en reconstruction. C'est finalement toujours cette piqûre de rappel qu'on a lorsqu'on doit passer devant le médecin du travail, lorsqu'on doit avoir des rendez-vous complexes de ce Oui, type-là, et de se oui, dire comment, enfin,
il m'est déjà arrivé de rencontrer des personnes, mais comment je vais réagir? Est-ce que je vais faire semblant d'aller moins bien que la réalité? Est-ce que parce que finalement, ça se voit pas tant que ça, en fait, de l'extérieur, que je vais pas bien. C'est pas écrit sur ma tête, je suis en burn-out. Non. Et donc, il peut arriver de se dire comment je vais réagir avec le médecin. Ouais. Et j'aimerais que vous nous disiez justement comment ça s'est passé dans votre Oui. cas avec le médecin du travail. Alors, le médecin du travail, malheureusement, ça s'est mal passé, puisque moi, j'avais un médecin du travail que j'appelle Monsieur Zéro dans mon livre, donc ça veut tout dire. Euh, donc, moi, c'est plutôt avec le médecin conseil. Quand j'ai été convoquée après avec le médecin conseil, moi, je suis arrivée, je lui ai dit, écoutez, j'ai fait un burn-out, j'ai des effets secondaires, mais je ne sais pas comment vous le prouver. Donc, posez-moi les questions parce que moi, je ne sais pas comment vous en parler. Je lui ai dit ça au médecin conseil. Je dis, voilà, je sais pas, voilà. C'est même moi, j'ai du mal à comprendre. Et donc, il a su me poser les questions il m'a rassuré déjà en disant, non, non, mais attendez, j'ai bien vu votre dossier, voilà, j'ai compris que vous étiez en burn-out. Vous inquiétez pas, je vais vous poser les questions que j'ai besoin. Mhm. Et voilà, il m'a rassuré. Et après, il m'a posé les questions adéquates qu'il fallait, et puis voilà. Et le médecin du travail, eh bien, comme ça s'est très mal passé, puisque lui, il avait qu'une peur, c'était que le Crédit Agricole se retourne contre lui, que Ah la oui, banque, se- que la banque se retourne contre lui. Donc, du coup, il faisait que me dire, oui, mais les avocats de la banque sont plus forts que moi. Moi, j'ai connu un burn-out aussi, donc vous pouvez vous en sortir. Et puis, je vais pas mentir pour vous. C'était mentir, jusque-là, voilà. mentir. Oui, oui. Parce que, en fait, en plus, il avait rien sur mon dossier. Parce que quand j'ai demandé la maladie professionnelle, on lui a demandé le résumé de tout mon arrêt. Et il avait rien. Il avait rien noté. Il peut arriver certaines fois que certains médecins du travail soient, en l'occurrence, ils sont payés par les entreprises, donc ils vont agir en fonction de l'avis de Oui. l'entreprise et pas forcément du patient. Voilà. Oui, oui. Et tout à fait. Et là, donc, il voulait rien entendre. Et donc, je suis sortie. En plus, à ce moment-là, j'avais arrêté mes cachets pour dormir. Mhm. Et je suis sortie, j'en ai repris. De ce C'est rendez-vous, bien. alors Mm. que c'était déjà en demande de maladie professionnelle, hein, mais il m'avait tellement. Je lui ai même montré j'avais même un mot de la psychologue pour la demande de maladie professionnelle. Mhm. Il me l'a balancé en disant, ça, je m'en fous complètement. Ah oui, Ouais. Et quand je suis sortie, bon, au début, j'étais complètement. Et puis, je me suis dit, non, il faut que je signale ce rendez-vous. J'étais tellement colère en plus après, parce que j'étais d'abord abattue et après colère. mm. Et je me suis dit, non, non, il faut que je prévienne que ça s'est mal passé. Et donc, j'ai écrit un mail à l'assistante sociale, D'accord. au conseiller de prévention qui m'avait déjà vu, et j'ai expliqué mon rendez-vous. Est-ce que vous avez eu un retour par rapport à ça? Ah oui, un retour rapide, comme quoi mon mail allait aller plus haut et que c'était inadmissible de la façon dont on m'avait reçu. Et ce médecin n'est plus là aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà. C'est pas qu'à cause de moi, hein. C'est plusieurs, à mon avis, il y a eu plusieurs plaintes. Plusieurs cas. Mm. Voilà. Mm. Mon mail a dû faire le déclencheur, en fait, mais je m'attendais pas quand même que ça ait cette réaction-là, mais ça a réagi. Ça a réagi. Et après, j'ai été suivie par une infirmière parce qu'il y avait plus de médecin de travail. Mm. Voilà. Oui, il y a une carence aussi dans Oui, les médecins du tout à travail. fait, Mm. tout à fait. J'aimerais que maintenant vous nous parliez un petit peu de finalement cette transition. En suivant, après vous étiez en retraite et est-ce que, donc hormis l'écriture, qu'est-ce qui a pu vous aider justement à vous reconnecter? La dernière fois qu'on s'était vu, vous m'aviez parlé aussi de marche
le long de la mer, euh, Oui, longue pour, côte, oui. pour vous, vous reconnecter. Est-ce que vous vous Ah reconnectez oui, parce un qu'en petit fait, aller déjà sortir, parce que bon, bah, voilà, malheureusement, on n'a pas envie de sortir quand on est comme ça. Le fait d'aller à la nature, de marcher, de voir la nature comme elle est belle, comme voilà, et de se libérer l'esprit et d'essayer de penser à autre chose. C'est-à-dire qu'au début, mes marches, c'était je ruminais que ce que j'avais. C'était: «Ouais, je suis en arrêt, qu'est-ce que je vais devenir? Nin toute ma marche, c'était ça, hein. peu? Bon, mais j'étais sortie, mais voilà, au début, ça se fait pas comme ça et petit à petit, et bien, on prend du plaisir à aller marcher, à voir la nature, et comme on comprend qu'il faut aller vers le positif et voilà et donc on voit les choses autrement et ça nous donne de l'allant et du coup, comme je m'étais mise bénévole, dans une association pour avoir une activité, j'y allais pas beaucoup, mais je sortais et je voyais Mmh, du monde mmh. et petit à petit, bah, je me suis mise, m'occuper d'expositions et donc mon ami qui crée des expositions et qui en loue, en fait, eh bien, j'ai vu que j'adorais ça et donc je me suis mise voilà, dans la logistique des expositions et j'ai même créé une exposition sur le monde de demain Très bien. et une exposition sur le burn-out Sur le burn-out aussi. avec une dizaine de relops. Et donc pour expliquer les phases et les clés pour s'en sortir. Donc quand je fais ma conférence, les relops sont là aussi, voilà. Et tout ça, je l'ai fait, mais voilà, vraiment, facilement parce que ça me plaisait. Ça me plaisait donc c'est là que tu te dis: «Mais bah, intellectuellement, tu suis encore». C'était une fa oui, ça rassure, c'était pour rassurer quelque part et puis, Tout à fait. aussi pour, permettre, aux personnes qui peuvent vivre la même chose de comprendre ce qui se passe pour elles, de Oui, témoigner, d'être aussi, ah oui. patiente expert finalement. Tout à fait et on voit des personnes arriver en conférence, mais on se demande même comment elles sont venues, tellement elles Mmh, sont mal mmh. et elles repartent avec un sourire et là, c'est ce petit sourire, cette lueur d'espoir, tu as fait quelque chose, quoi. Voilà, je veux pas dire qu'on les a soignés, c'est faux, mais on a donné peut-être une clé ou une compréhension de leur, état, qui et surtout, ils ne sont pas seuls. Parce que d'ailleurs, c'est ce que je mets au-dessus de la porte pour la conférence, vous n'êtes pas seul. Oui, c'est important ça, Et de se ça, dire qu'on c'est, est pas seul. voilà et donc leur donner les clés vers qui se tourner. Voilà, ben, là, vous êtes complètement débordé par l'administratif, vous êtes débordé par ceci, vous êtes débordé par bah, voilà, allez là, allez là, allez là et déjà, rien que ça, et puis des associations, il y a Rebondir 22 qui est très, très bien comme association. Hem et qui donc, voilà, aide beaucoup les personnes aussi, qui sont en détresse. En Donc faut pas l'occurrence, hésiter. sur la Bretagne, j'avais fait auparavant un webinaire, sur les associations, qui, traitent du burn-out, en France. Heu, c'est vrai que la Bretagne est assez riche, en fait, Oui, d'associations dans ce cadre-là. oui, c'est vrai, Il y c'est a il y vrai. a il y a Rebond 35 aussi, qui est plus, pour les entrepreneurs. Il y a aussi, Gaël Conan, qui est, sur Guidel. Il y a, je pense, je crois qu'il en existe encore une autre dont je ne me souviens plus du nom. Mais il y en a dans tous les départements, ouais. Donc c'est Ouais, vrai que c'est une région qui est assez fournie, contrairement à d'autres où il n'y a rien du tout. Mais, oui. votre région de la Bretagne est assez fournie en fait, justement Oui, on en a cette associations. chance-là justement et ils font beaucoup aussi de comment on appelle ça? Mince, sport santé. Oui. C'est-à-dire que voilà, on n'a plus le courage de faire du sport et puis on n'en a pas fait peut-être depuis des années Mmh. et donc bah, voilà, ça peut même être du ping-pong, ça peut être voilà, mais c'est tout ça, ça se développe, voilà, pour, remettre justement les personnes dans la vie normale. C'est ça, c'est ça. Mmh. Et aujourd'hui, est-ce que vous arriveriez à vous dire: «Je dis merci à mon burn-out»?
Ah oui? Oui? Ah moi je le dis. Ah moi je le dis de oui, 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 tout à fait. Je remercie mon corps d'être tombé au moment où il fallait. Peut-être OK, même plus tôt, il aurait peut-être dû plus tôt, mais bon, je me dis, je vivrais pas ce que je vis maintenant si j'avais pas eu ça. OK. J'aurais été jusqu'au bout, fatiguée, j'aurais peut-être eu un AVC, j'aurais eu d'autres problèmes de santé et je vivrais pas ma retraite comme je la vis maintenant. Mmh. Voilà. Je vais même faire des animations dans les EHPAD, je fais du karaoké DJ, voilà, je m'occupe. Mais je le fais quand j'ai envie. Voilà, Oui, je suis fatiguée. Si une journée je veux rien faire, je fais rien. d'accord. Oui, Voilà. l'essentiel, c'est de retrouver, bah, sa juste énergie, l'utiliser, à bon escient et Oui, ne pas, je dis toujours, la fameuse batterie avec laquelle vous allez partir, en énergie, pour votre journée, si elle était déjà déchargée à 50 dès le matin, ça va être compliqué de faire avec pour toute la journée. c'est ça, tout à fait. Donc par contre, si on est à fond, bah, faut pas s'empêcher, hein. Si on a envie d'aller faire quelque chose, faut y aller, hein. Voilà, alors moi, j'ai entre guillemets «la chance» d'arriver à la retraite. Parce que par contre, les personnes plus jeunes qui doivent bien sûr continuer à Continue. travailler, il y a d'autres, questions qui se posent. Mais, il y a un endroit aussi que je veux bien proposer et qui moi j'avais été les voir parce qu'à un moment donné, j'étais quand même encore un peu loin de ma retraite. C'est la Cité des métiers. Mmh. Heu, qui sont très, très bien, qui reçoivent, très bien les personnes justement en difficulté et voilà, qui déjà, vous peuvent vous faire passer des bilans, mais des bilans, pas n'importe comment quoi, qu'on sait pas trop chez qui c'est fait, qu'est-ce que ça va donner. Ils vous dirigent vraiment vers, les organismes qu'il faut et puis voilà, bah, là vous pouvez essayer aussi différents travails. C'est-à-dire on peut demander à une journée, aller à un tel endroit, voir comment ça se passe. Oui, pour Ça, c'est tester, bien. en fait, si, s'il y a nécessité de reconversion, derrière. Voilà. Mmh. Bon, par exemple, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui veut être boucher, pourquoi pas, j'en sais rien. Et ben, il peut aller passer une journée ou 2 chez un boucher et voir si vraiment ça lui plaît, quoi. Bien sûr. Une autre qui veut s'occuper, des personnes âgées, ben, voilà, elle va aller faire un petit stage, avant vraiment de partir dans cette formation et c'est important parce que faire toute une formation et se dire: «Bah, ça me va pas», quelle énergie! Mmh. Quelle énergie dépensée encore C'est ça. et donc la Cité des métiers, moi je trouve ils ont vraiment bien développé, ce côté-là. Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage, vraiment, important. N'hésitez pas, on mettra dans le chat, vous pourrez mettre dans le chat vos coordonnées pour vous contacter. Oui, Je les mettrai également, dans le replay, sur, YouTube, toutes vos coordonnées pour vous contacter. C'est important aussi d'échanger en tant que patient expert, ça peut toujours être oui, utile oui, d'avoir un avis d'une personne qui, est passée au-delà de tout ça. Pour les personnes qui nous suivent et qui sont présentes, ici, si vous avez des questions, je pense qu'Isabelle, sera ravie de pouvoir y répondre. Est-ce que Agnès ou Dominique ou Bruno, vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir vos caméras si vous en avez, ou à ouvrir le son ou les poser dans le chat. Bon, visiblement, il n'y a pas de questions. Et ben, en tout d'accord. cas, merci infiniment Isabelle pour ce témoignage. On rappelle son livre, Au fond du sac, qui est, édité aux éditions Samsad. Donc c'est important de pouvoir se le procurer et ça peut aider aussi, dans les étapes de reconstruction et de se dire qu'on n'est pas seul à avoir, traversé ces problématiques.
Donc, merci infiniment. Le mois prochain, ce sera un témoignage sur le burn-out des RH cette fois-ci. Je poursuis les webinaires sur les différents types de professions. Et les RH elles-mêmes sont aussi touchées par ces problématiques. Merci, merci à toi, Annie. Merci beaucoup et au plaisir de se revoir.